La crise du détroit de Taïwan, l'incident qui a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le Japon s'est retrouvé de manière inattendue au cœur d'une crise géopolitique majeure, déjà décrite comme l'une des plus dangereuses depuis la fin de la guerre froide. Selon le Nikkei Asia et l'Associated Press, citant des sources au sein du ministère japonais de la Défense, une unité d'élite des forces d'autodéfense maritime japonaises a intercepté et immobilisé un navire de recherche chinois prétendument civil au large d'Okinawa. Le scandale réside dans le fait que le navire se trouvait dans les eaux internationales au moment de l'opération, soulevant des questions sur la légalité des actions de Tokyo. Néanmoins, l'équipage a été détenu avec le navire, qui a été remorqué jusqu'à la base navale de Naha. Lors d'une conférence de presse d'urgence, le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que les services de renseignement japonais disposaient de preuves irréfutables que ce navire effectuait des opérations de cartographie des fonds marins pour préparer un éventuel blocus naval de Taïwan. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un simple navire de recherche océanographique, mais d'un élément militaire déguisé de la stratégie hybride de Pékin. Le Premier ministre a souligné que le Japon continuerait à intercepter de tels navires s'ils représentaient une menace pour la sécurité régionale. En effet, Tokyo s'est arrogé le droit d'agir de manière préventive, même au-delà de ses eaux territoriales. La réaction de Pékin a été fulgurante. S'exprimant devant le comité permanent du Politburo, Xi Jinping a qualifié les actions du Japon de provocation militaire sans précédent et de violation flagrante du droit maritime international. Cependant, selon des sources du Wall Street Journal citant des initiés du Zhongnanais, les déclarations publiques de 11 ne sont que la partie visible de l'iceberg. En coulisses à Pékin, des discussions sont en cours sur le déploiement permanent de la flotte de porte-avions chinois dans les eaux entourant Taïwan. Si une telle mesure était adoptée, cela signifierait qu'en cas de nouvelles tentatives d'interception, les forces japonaises pourraient se retrouver face non pas à un équipage non armé, mais à une véritable armada militaire. Des sources internes au Pentagone citées par le Washington Post rapportent que ce scénario est activement envisagé par l'Armée populaire de libération comme un avertissement final aux États-Unis et à leurs alliés. Dans le même temps, les militaires chinois reconnaissent qu'un déploiement massif de forces navales augmenterait automatiquement le risque de confrontation directe avec la 7e flotte américaine. C'est un pas qui pourrait conduire à une guerre majeure dans le Pacifique. Un haut responsable a été cité disant « Malgré la rhétorique dure, Pékin comprend parfaitement qu'une confrontation ouverte avec les États-Unis pourrait être catastrophique pour tous. » Pendant ce temps, les médias américains soulignent une inquiétude croissante à Washington. Le New York Times note que la détention du navire chinois est devenue un test critique pour l'Alliance Quad, États-Unis, Japon, Australie, Inde. Au Pentagone, des discussions sont en cours sur la création d'un mécanisme multilatéral pour surveiller et intercepter les navires chinois suspects dans l'Indo-Pacifique. Les diplomates déclarent ouvertement que si le Japon a osé franchir une telle ligne rouge, ni les États-Unis, ni l'Australie, ni l'Inde ne peuvent rester sur la touche. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que le Japon avait agi dans l'esprit de la protection de la sécurité régionale et du maintien d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Cependant, en coulisses au département d'État, les inquiétudes grandissent. Si Pékin décide de militariser davantage la région en réponse, Washington devra réagir. Le Financial Times a cité un responsable américain disant « Nous pourrions nous retrouver dans une situation où un seul incident en mer pourrait déclencher une guerre que personne ne veut commencer. » Le plus alarmant de tous, selon Foreign Policy, c'est que la Chine envisage sérieusement d'établir une zone d'identification de défense aérienne élargie couvrant l'ensemble de la mer de Chine méridionale et orientale. Une telle décision pourrait radicalement modifier l'équilibre des forces et transformer effectivement le Pacifique occidental en zone de confrontation permanente. Ainsi, la détention d'un seul navire s'est transformée en événement mondial. Le Japon a montré qu'il était prêt à jouer dur, la Chine a été forcée de répondre, et les États-Unis se retrouvent en équilibre sur le fil du rasoir. L'aspect le plus dangereux de cette histoire est que les enjeux ont déjà atteint un niveau si élevé que tout faux pas pourrait devenir l'étincelle qui déclenchera une réaction en chaîne, menant à une confrontation directe entre les superpuissances mondiales. La guerre froide dans le Pacifique semble s'intensifier dangereusement. Aujourd'hui, la région se trouve au seuil d'une confrontation chaude où chaque nouveau jour apporte de nouveaux risques. La question n'est plus de savoir si, mais quand le prochain pas sera franchi qui poussera le monde plus près du point de non-retour. La réaction interne au Japon mérite également une attention particulière. Selon NHK World,
Des débats féroces ont éclaté à la Diète. Une partie de l'opposition a accusé Kishida d'entraîner le pays dans un pari dangereux qui pourrait conduire à une guerre ouverte avec la Chine. Les politiciens du Parti démocrate constitutionnel exigent des explications du gouvernement sur la base légale, sur laquelle les forces d'autodéfense ont agi dans les eaux internationales et s'il existe un cadre juridique légitime pour de telles opérations. Dans le même temps, le gouvernement insiste sur le fait que la saisie du navire était totalement légale, citant des données de renseignement et les résolutions du G7 visant à prévenir les activités militaires déguisées. Pourtant, même au sein du propre camp du Premier ministre, des doutes subsistent quant à la sagesse pour le Japon d'assumer seul le rôle de gendarme maritime de l'Asie. Dans ce contexte, la machine de propagande de Pékin fonctionne à plein régime. Le Global Times et Xinhua présentent la saisie du navire comme la preuve du vrai visage impérialiste du Japon, prétendument prêt à violer toute loi internationale pour contenir la montée pacifique de la Chine. De plus, les chaînes wuxia proches du ministère chinois de la Défense ont déjà commencé à publier des allégations, selon lesquelles la prochaine fois, les forces japonaises risquent de se heurter à des missiles hypersoniques DF-21D. Les experts notent que de telles déclarations alimentent une atmosphère d'escalade, préparant l'opinion publique chinoise à une éventuelle réponse militaire. La réaction de la Corée du Sud est également révélatrice. À Séoul, le gouvernement a adopté une position prudemment neutre, appelant toutes les parties à la retenue tout en renforçant discrètement ses propres défenses. Le Korea Herald rapporte que l'incident a ravivé les craintes sud-coréennes d'être entraînées dans un conflit régional majeur. Le président Yoon Suk-yeol a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale pour évaluer les implications pour la péninsule coréenne. En Russie, le Kremlin a saisi l'opportunité pour critiquer ce qu'il appelle l'aventurisme occidental dans le Pacifique. Sergei Lavrov a déclaré que l'incident démontrait la nature déstabilisatrice de la présence militaire américaine en Asie. Moscou a laissé entendre qu'il pourrait renforcer sa coopération militaire avec Pékin en réponse, y compris des patrouilles navales conjointes plus fréquentes dans la région. Plus inquiétant encore est la division au sein des alliés américains. Le Sydney Morning Herald, citant des diplomates à Canberra, rapporte que l'Australie, bien que soutenant publiquement le Japon, s'inquiète en privé de l'escalade. La Nouvelle-Zélande a déjà indiqué qu'elle ne participerait à aucune opération militaire préventive, créant une fissure potentielle dans l'architecture de sécurité régionale. Les Philippines, coincées entre leur alliance avec les États-Unis et leur dépendance économique vis-à-vis de la Chine, ont adopté un silence éloquent. Les analystes du Center for Strategic and International Studies avertissent que si Pékin décide de répondre par une démonstration de force militaire, l'Asie-Pacifique sera confrontée à un dilemme brutal. Soit entrer dans une confrontation directe, soit reculer, ce qui porterait un coup dévastateur à la crédibilité de l'alliance américaine en Asie. Dans les deux cas, les conséquences seront graves. Le premier scénario conduit à une escalade militaire, le second à une crise de confiance dans l'ordre de sécurité régional. C'est pourquoi la détention d'un navire pourrait s'avérer n'être que le début d'une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire dans laquelle le Japon a pris l'initiative, mais dont les conséquences affecteront le monde entier, de Washington et Pékin à New Delhi et Moscou. Et tout au long de cette chaîne d'événements, une pensée revient de plus en plus. Toute erreur de calcul pourrait conduire à une catastrophe que la diplomatie ne pourra plus arrêter. L'Union européenne, traditionnellement plus prudente sur les questions asiatiques, s'est retrouvée dans une position délicate. Ursula von der Leyen a publié une déclaration mesurée appelant au dialogue, mais les divisions internes sont évidentes. La France, soucieuse de ses propres intérêts dans le Pacifique avec ses territoires d'outre-mer, a appelé à la désescalade immédiate. L'Allemagne, fortement dépendante du commerce avec la Chine, a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences économiques d'une escalade militaire. Le ministre allemand de l'économie a averti que tout conflit dans le détroit de Taïwan pourrait paralyser les chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquant une crise économique qui éclipserait celle de la Covid-19. Les marchés financiers ont déjà commencé à réagir, avec des chutes importantes des bourses asiatiques et une ruée vers les valeurs refuges comme l'or et le dollar américain. Taïwan elle-même se trouve dans une position extraordinairement précaire. La présidente Tsai Ing-wen a remercié le Japon pour son engagement envers la sécurité régionale, tout en évitant soigneusement toute rhétorique qui pourrait être interprétée comme provocatrice. Les sondages d'opinion à Taïwan montrent une population profondément divisée entre ceux qui voient l'action japonaise comme une protection nécessaire et ceux qui craignent qu'elle ne précipite le conflit même qu'elle était censée prévenir. La Chine,
de son côté, a annoncé des exercices militaires de routine dans le détroit de Taïwan, impliquant sa marine, son aviation et ses forces de missiles. Bien que Pékin insiste sur le fait que ces exercices étaient planifiés depuis longtemps, le timing envoie un message clair. Les images satellites commerciales montrent un renforcement significatif des forces chinoises dans les bases faisant face à Taïwan, y compris le déploiement de systèmes de missiles balistiques à moyenne portée. L'impact économique de la crise commence déjà à se faire sentir. Les compagnies maritimes réévaluent leurs routes à travers les eaux contestées, avec des augmentations significatives des primes d'assurance pour les navires transitant par la région. Samsung et TSMC, les deux plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, ont activé des plans de contingence face à la possibilité d'une perturbation de leur chaîne d'approvisionnement. Apple a discrètement commencé à diversifier sa production hors de Chine à un rythme accéléré. Les marchés de l'énergie sont également en alerte maximale. Environ 40% du pétrole mondial et un tiers du gaz naturel liquéfié transitent par les voies maritimes d'Asie de l'Est. Toute perturbation pourrait envoyer les prix de l'énergie en flèche, déclenchant une crise énergétique mondiale. L'Agence internationale de l'énergie a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la libération potentielle des réserves stratégiques si la situation se détériore. Le cyberespace est devenu un autre front dans cette confrontation croissante. Des attaques de déni de services distribués ont ciblé des sites gouvernementaux japonais, tandis que des campagnes de désinformation prolifèrent sur les réseaux sociaux des deux côtés. Microsoft et Google ont signalé une augmentation massive des tentatives de piratage émanant d'acteurs étatiques, suggérant que la guerre de l'information s'intensifie parallèlement aux tensions militaires. L'Organisation des Nations Unies, déjà paralysée sur de nombreuses questions par les divisions du Conseil de sécurité, se trouve impuissante face à cette crise. Le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Mais avec la Chine disposant d'un droit de veto et les États-Unis soutenant fermement le Japon, peut s'attendre à des résultats concrets. Cette impuissance institutionnelle souligne la fragilité du système international face aux rivalités entre grandes puissances. Les experts militaires avertissent que nous assistons à une nouvelle forme de guerre hybride où la distinction entre activités civiles et militaires devient de plus en plus floue. Le Jane's Defense Weekly note que l'incident du navire chinois pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de confrontation maritime où les zones grises entre la paix et la guerre deviennent le principal champ de bataille. Cette ambiguïté stratégique rend la gestion de crises exponentiellement plus difficile et augmente le risque d'escalade involontaire. La communauté du renseignement est particulièrement préoccupée par les implications à long terme. La CIA et la NSA ont averti dans des briefings classifiés au Congrès que la Chine pourrait utiliser cet incident comme prétexte pour accélérer ses préparatifs militaires pour une éventuelle action contre Taïwan. Les images satellites montrent une augmentation de l'activité dans les chantiers navals chinois, suggérant une accélération de la construction navale militaire. Le débat stratégique à Washington est intense. Les faucons arguent que c'est le moment de tracer des lignes rouges claires et de démontrer la détermination américaine. Les colombes avertissent qu'une escalade pourrait conduire à une guerre que les États-Unis ne sont pas préparés à mener, particulièrement si près du territoire chinois. Le président Biden, naviguant entre ses positions, a ordonné une révision complète de la stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique. Au Japon, l'incident a ravivé le débat sur la révision de la constitution pacifiste du pays. Les conservateurs arguent que l'incident démontre la nécessité pour le Japon d'avoir une capacité militaire plus robuste. Les pacifistes avertissent que l'abandon des contraintes constitutionnelles pourrait entraîner le Japon dans une course aux armements régionales déstabilisatrices. Les sondages montrent une opinion publique profondément divisée, reflétant les tensions historiques du Japon entre pacifisme et réalisme sécuritaire. La Corée du Nord, observant la situation avec intérêt, a vu une opportunité. Kim Jong-un a ordonné une série de tests de missiles, profitant de la distraction internationale pour avancer son programme d'armement. Cela ajoute une autre couche de complexité à une situation déjà volatile, forçant les États-Unis et leurs alliés à gérer plusieurs crises simultanément. Ce qui est certain, c'est que l'ancien ordre est en train de s'effondrer. La question n'est pas de savoir si un nouveau système émergera, mais quelle forme il prendra et à quel coût. L'humanité se tient au bord du précipice, et chaque action, chaque déclaration, chaque mouvement militaire nous rapproche ou nous éloigne du désastre. Le monde retient son souffle, attendant de voir si la sagesse prévaudra sur l'orgueil, si la diplomatie triomphera de la force,
si nous pouvons éviter de répéter les erreurs catastrophiques du passé. L'histoire jugera sévèrement ceux qui, par action ou inaction, permettront que cette crise dégénère en conflit ouvert. Mais elle célébrera également ceux qui auront le courage et la vision de reculer depuis le bord de l'abîme, de trouver des compromis là où ils semblent impossibles, et de construire un avenir où les différends sont résolus par le dialogue plutôt que par les armes. Le choix nous appartient collectivement, et le temps pour le faire s'amenuise rapidement.